Nous allons parler aujourd'hui des Ouïghours, donc cette minorité musulmane en Chine. Les Ouïghours, c'est une population d'Asie centrale qui occupe les territoires à l'extrême orient de l'Asie centrale, donc on appelle aussi leur région le Turkestan oriental. C'est un peuple qui désormais est sous le contrôle de l'administration chinoise depuis à peu près 2 siècles maintenant, avec un renforcement très important à partir des années 50, quand la fondation de la République de Chine a été effective. Donc c'est une longue histoire de conflit entre le peuple ouïghour et l'administration centrale de la Chine à Pékin. Ce sont des conflits qui remontent en réalité au début du XXe siècle, mais qui ont pris une tournure différente depuis la fin des années 80, quand plusieurs soulèvements populaires, parfois organisés, parfois non, ont eu lieu face aux autorités qui représentaient Pékin. Une des premières raisons pour lesquelles les Ouïghours manifestent régulièrement, c'est l'arrivée massive de Chinois qui sont Han, c'est-à-dire qui appartiennent à la majorité ethnique, et qui occupent les terres de la région ouïghour, exploitent les ressources et les envoient sur la côte est de la Chine. Il y a des conflits typiquement socio-économiques d'une part, d'autre part, il y a des attaques renforcées de la part du gouvernement chinois contre toute forme d'affirmation culturelle ouïghour, puisque les Ouïghours sont musulmans. Nous allons parler aujourd'hui des Ouïghours, donc cette minorité musulmane en Chine. Et nous avons sur le plateau d'Al-Mouatine aujourd'hui, radio et TV, Monsieur le Président Abdelmottaleb Emirov, président de l'Association des Ouïghours en Belgique. Et les experts et les organisations de défense des droits humains accusent la Chine d'avoir fait interner jusqu'à 1 million de musulmans, principalement d'ethnie ouïghour, dans ce qu'on appelle les camps de concentration, des prisons similaires. Au nom de la Chine dit que c'est parce qu'ils sont terroristes, et donc au nom de la lutte contre l'anti-terrorisme, donc on met ces personnes en fait en prison, etc. Et la Chine dément qu'ils sont dans les camps de concentration. Est-ce que c'est vrai? Donc, ce politique-là, ils l'ont mis en œuvre à partir de 2016, jusqu'à maintenant. Donc, au début, le gouvernement chinois, ils ont dit qu'il n'y avait pas de camp, il n'y avait rien, ils ont nié. Mais après, quand il y a l'international, les politiciens internationaux, les pays occidentaux plutôt, ils l'ont fait découvert par le satellite, des camps. Après, ils ont donc accepté, reconnu qu'il y a des camps. Mais eux, ils ont appelé les camps de rééducation. Donc, entre guillemets, évidemment. Donc, aujourd'hui, on peut discuter beaucoup pour la quantité de personnes, combien de personnes qui sont dedans. Moi, je peux vous dire, par exemple, donc, il y a une information qui est sortie en Chine par les Chinois même. Donc, eux, ils ont dit que par an, ils ont enfermé 1 400 000 personnes par an. Chaque année. Chaque année. Et ça, vous pouvez donc voilà, calculer vous-même à partir de 2016 jusqu'à 2020 aujourd'hui. Donc, il y a les chiffres différents, évidemment, parce que la Chine il est en train d'enfermer complètement l'information, tout, pour qu'ils ne sortent pas de là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains, ils disent 1 million, 3 millions, mais il y a des chiffres aussi jusqu'à plus de 8 millions de personnes qui sont dans le camp. Donc, dans le camp, pas longtemps, il y a un député parlementaire européen, Raphaël Gluckman, qui a parlé de ça. Donc pourquoi on est là-bas? C'est pas parce que si on a une barque, on est dans le camp. Si on prie, on est dans le camp. Si on a une foulard, on est dans le camp. Si on peut dire Assalamu alaikum, ça veut dire pour
fois même si les enfants qui naissent donner un nom musulman. C'est interdit aussi. Interdit, marqué dans le café, dans les restos, halal. Les camps de rééducation existent en Chine, en République populaire de Chine depuis les années 50. Il y a des camps de rééducation pour des dissidents politiques ou pour toute personne dont on estime que le regard sur les politiques chinoises est problématique. Et donc typiquement ici, on a réactivé en quelque sorte des formes d'endoctrinement politique dirigées contre les Ouïghours. Et le prétexte de la lutte contre le terrorisme est très problématique puisque la Chine n'a jamais apporté de preuves de ces formes de terrorisme contre lesquelles elle prétend lutter. Au Parlement européen, c'est une écrasante majorité de 604 pour, 20 contre et 57 abstentions que le Parlement européen vient de voter une résolution en vue de sanctionner la Chine qui persécute les musulmans ouïghours. Vous êtes finalement soulagé de cette mobilisation? Enfin, on a eu une résolution qui est sortie de Parlement européen, cette fois-ci, pour condamner cette action, le gouvernement chinois, la politique du gouvernement chinois. Donc, évidemment, ce problème-là, il n'est pas commencé hier, c'est pas commencé l'année passée, il y a des années qu'il y a ce problème-là. On a fait plusieurs démarches, on a fait plusieurs, on peut dire, événements pour que le Parlement européen il attend le problème des Ouïghours. Maintenant, voilà, il y a une résolution qui est sortie. Évidemment, on est content, reconnaissant pour ça, surtout avec le vote de plus de 604 députés qui sont écrasants. Il y a une variété dans les réactions étatiques. Les pays semi-autoritaires ou autoritaires, voire totalitaires, soutiennent la Chine, et ça inclut des pays musulmans, en fait une vaste majorité de pays musulmans, qui, pour des raisons économiques et géopolitiques, ont tout intérêt à soutenir la Chine. Donc il y a de nombreux pays comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, par exemple, qui ont des contrats importants avec la Chine et qui ne souhaitent pas froisser les autorités chinoises. Par ailleurs, encore une fois, ce sont des pays qui sont eux-mêmes dirigés par des dictateurs ou des semi-dictateurs. Et dès lors, personne ne s'inquiète dans leur relation avec la Chine de savoir ce qu'il se passe au niveau des droits humains chez eux. Donc ça, c'est un premier type de réaction. Il y a les réactions ambiguës, celle de la Turquie principalement, qui accueille une population très large d'exilés ouïghours. La Turquie ne se situe officiellement nulle part et de temps en temps se prononce en faveur des Ouïghours et d'autres fois se prononce en faveur des politiques chinoises vis-à-vis des Ouïghours. Et puis vous avez un autre bloc, si je peux l'appeler comme ça, de pays démocratiques qui, au contraire, ces dernières années, en particulier cette dernière année, ont essayé de mobiliser à travers la diaspora ouïghour, d'abord, en premier lieu. Les activistes ouïghours dans ces pays sont plus protégés que dans des pays où les droits humains ne sont pas la priorité. Donc les activistes ont beaucoup travaillé à faire connaître la situation de la région ouïghour. Ils ont trouvé évidemment une attention particulière chez beaucoup d'organisations de droits humains, mais aussi chez les médias, qui ont fait un travail extrêmement important pour informer l'ensemble de la population mondiale de ce qu'il se passe là-bas. Et ils ont mobilisé aussi les personnages politiques de premier ordre, à la fois au niveau national et au niveau européen, par exemple, ou, comme c'est le cas aux États-Unis, d'autres types de représentants. Donc il y a une mobilisation qui est diverse, qui est à la fois civile, qui commence à être de plus en plus politique. C'est clairement l'Amérique de Trump, étrangement, qui a donné le là. Et ici en Europe, on assiste aussi depuis quelques mois à un revirement de situation qui reste néanmoins
à surveiller et à analyser, puisque je rappelle quand même que l'Europe vient de conclure, certains pays d'Europe viennent de conclure des accords commerciaux importants avec la Chine, ce qui pourrait rentrer en contradiction avec les positions actuelles qui visent à réguler ces accords pour éviter, par exemple, d'importer des produits issus du travail forcé des Ouïghours.